Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau café avec un expert. Bienvenue aussi aux personnes qui me suivent sur Instagram. Si vous voulez sur Instagram avoir les deux côtés de l'image, retrouvez-nous sur Facebook parce que vous aurez les deux côtés. Sur Instagram, vous n'avez que moi, mais vous avez le son de mon invité. Alors que sur Facebook, j'accueille Sébastien ce matin. Avant ça, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux de nous retrouver chaque lundi matin en live. Ça me fait toujours très plaisir de savoir qu'il y a du monde qui nous suit. N'hésitez pas à nous faire savoir qui vous êtes et où vous êtes, ça nous fera plaisir. Bonjour à Olivier qui nous suit sur Instagram. Voilà, faites-moi un petit coucou, participez à la présentation au fur et à mesure, posez vos questions. Parce que c'est important aussi que Café avec un expert répondre à vos interrogations et puis qu'on soit bien en phase avec vous. Donc voilà, bonjour à Auxerre Centre Immobilier aussi sur Instagram. Donc je vais partager mon écran avec mon invité et ce matin, voilà, c'est fait. Ce matin, nous accueillons Sébastien Tedesco. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, salut Céline. Alors, c'est la troisième fois qu'on se retrouve. On a décidé d'aborder ensemble le thème des enjeux de société pour les agents immobiliers, la responsabilité sociétale de l'agent immobilier, parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'aborde pas forcément beaucoup dans le quotidien et les pratiques de l'agent immobilier. Donc voilà, on a décidé avec Sébastien de consacrer plusieurs cafés avec un expert sur ce thème-là parce que c'est sans doute un thème qui est peu mis en avant aussi bien par les réseaux que par les agents. Tu es d'accord avec moi, hein? Je suis très d'accord et je suis content de pouvoir essayer de modestement porter cette voie-là de comment est-ce qu'on peut adopter des pratiques plus solidaires ou qui prennent un peu mieux en compte les enjeux de société autour de nous. Alors justement, les enjeux de société, l'agent immobilier en est au cœur de par le fait qu'il vende des logements. Oui. Et le logement est important dans le quotidien des personnes. Donc, on a décidé aujourd'hui d'aborder 5 enjeux principaux des logements. On va aller voir les uns après les autres. Le premier enjeu dont on va parler, c'est l'enjeu, enfin le logement vecteur de lien social. C'est vrai que la position d'un logement fait qu'on fait partie d'une communauté. Donc, voilà, comment tu abordes ce sujet-là? Comment l'agent immobilier peut avoir des pratiques responsables par rapport à ce sujet-là? En fait, ce qui fait vraiment la noblesse de notre métier, c'est que en tant que fournisseur de logement, finalement, le logement est au cœur des 5 plus grands enjeux de notre société. Donc, effectivement, parmi ces enjeux, le premier enjeu, c'est un enjeu qui fait que le logement est vecteur de lien social. Alors, il est vecteur de lien social parce que, par définition, lorsqu'on vend un appartement ou un de nos clients achète un nouvel appartement, on crée on crée du nouveau lien social puisque on crée de la relation entre deux nouveaux voisins, par exemple. On crée de la relation entre un nouveau client et des nouveaux commerçants de proximité. On crée de la relation entre un nouveau petit écolier et de nouveaux copains d'école. Voilà. Et ce sont finalement des petites choses, mais qui comptent énormément dans la vie de nos clients et sur lesquelles on a un impact très fort sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'opère sur le logement, j'ai un impact sur le lien que les gens de nouveaux liens que les gens vont créer avec de nouveaux parents à l'école, avec un chauffeur de bus, un boulanger, un boucher, peu importe, mais on crée du lien. Et ça fait partie des choses qui sont très nobles dans notre métier, mais qu'on met trop peu en avant, y compris dans notre communication sur les réseaux sociaux. C'est clair que moi, je sais que j'incite beaucoup les agents immobiliers à parler aussi du quotidien de la vie sur un secteur lorsque vous vendez une maison à une personne, parce que ça va faire le quotidien de cette personne et être un
un expert aussi de la zone géographique dans laquelle va vivre les personnes à qui vous allez vendre un bien, c'est important de savoir communiquer dessus et puis de leur donner envie finalement d'avoir ce voisinage-là, ces commerçants-là, ces écoles-là à côté pour leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est trop peu mis en avant souvent, de par des interviews, de par des bon, photos. Il y a plein de choses à faire sur ce thème-là. Ouais, c'est ça. Un bon conseiller immobilier, il a un ancrage territorial qui est très fort, qu'on met trop peu en avant. On a toujours envie d'aller se disperser sur d'autres secteurs, etc., alors qu'il suffit d'avoir un ancrage territorial très fort. Et c'est cette connaissance de notre territoire qui nous permet effectivement d'aller un peu plus loin dans le conseil à nos clients en leur expliquant quelle est la réalité de ce nouveau territoire dans lequel ils vont habiter. Ça, c'est, moi, ça fait partie des choses qui sont les plus nobles dans notre métier. Oui, mais c'est pas compliqué après à mettre en avant. C'est pas la partie la plus compliquée à mettre en avant. Et non, ça demande pas des compétences et c'est souvent ce que je mets en avant, même en formation avec des gens qui débutent. Qu'avant de chercher à apprendre des choses très techniques et très complexes sur notre métier, ce sont des choses très simples et qui ont vraiment beaucoup de valeur pour nos clients. Ouais. Alors, le logement est vecteur aussi d'un deuxième point que tu voulais aborder, c'est l'insertion professionnelle. Oui, alors c'est un peu une suite logique de ce que je viens de dire, avant, c'est que en fonction du territoire sur lequel on opère, que ce soit une grande ville ou un secteur plus rural, etc., ben, on opère aussi sur des bassins d'emploi. Et c'est important aussi de s'ancrer dans ces bassins d'emploi-là, pour pouvoir expliquer à nos clients que dans tel quartier, dans telle ville, dans telle commune, etc., il y a tel projet d'implantation d'une grosse société où il y a des possibilités d'embauche. Voilà, on a aussi cet impact-là en termes d'insertion professionnelle, alors qui marche dans les deux sens, parce que sans logement, malheureusement, c'est compliqué d'avoir un emploi. Sans emploi, c'est compliqué de trouver un logement. Donc, les choses sont souvent imbriquées les unes dans les autres. Mais parmi l'ancrage qu'on peut avoir, il y a aussi l'ancrage qu'on peut avoir avec les grandes entreprises de notre territoire, en allant au-devant des comités d'entreprise, par exemple, en expliquant voilà, qu'on est un agent immobilier impliqué sur notre territoire et que s'il y a des gens qui sont en mutation d'une autre région vers cette nouvelle région sur laquelle on opère, on est disponible pour offrir cet accompagnement qui se fait dans le cadre d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle embauche, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'agent immobilier, de par sa connaissance de la structure économique aussi du territoire, peut mettre en avant les possibilités de travail. Enfin, le tissu économique est aussi un aspect qu'il doit maîtriser et sur lequel il peut aussi communiquer, bien sûr. C'est un vecteur d'attractivité du territoire. Enfin, le fait que ce soit un bassin d'emploi est un vecteur d'attractivité de son territoire. Alors, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur notre chiffre d'affaires aussi. Hein. Si je suis un conseiller immobilier qui opère sur un secteur qui est peu attractif, c'est compliqué. Donc, j'ai plus de chances d'opérer du coup sur de la résidence secondaire que sur la résidence principale, par exemple. Et donc, du coup, ça fait partie des choses dont on doit tenir compte dans son positionnement et dans sa communication. C'est que du coup, si j'opère sur un territoire qui est peu attractif du point de vue de l'emploi, ça veut dire qu'il peut être attractif, mais peut-être dans un autre cadre, la résidence secondaire, par exemple. Le troisième point sur lequel tu voulais aborder le thème du logement, c'est par rapport aux enjeux de santé publique. Le logement qui peut ne pas être dans un état extraordinaire, on en vend. Quelquefois, on se dit c'est pour des projets de rénovation, mais quelquefois moins. Donc voilà, c'est un enjeu, c'est vrai aussi de santé publique de par les mauvaises performances énergétiques de certains logements, le mal logement tout simplement, ce qui touche, tu me disais, au moins 4 millions de mal logés en France. Oui, il y a à peu près 4 millions de mal logés en France, 2,5 millions de personnes qui habitent dans des habitats dégradés, certains qui habitent dans des logements surpeuplés, donc des gens qui s'entassent dans des logements faute de pouvoir trouver à la location un logement suffisamment grand pour toute la famille, par exemple. C'est à peu près 6 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui ont une surdépense, un pourcentage de leurs dépenses liées aux dépenses énergétiques qui est très élevé, ou des gens qui du coup ne se chauffent pas ou peu en hiver, du coup faute de moyens. Donc l'idée ici c'est pas de culpabiliser ou de se flageller, mais c'est juste de dire voilà, en tant qu'acteur du logement, je dois avoir conscience que même si parfois, moi j'habite à Nice et j'ai eu la chance de travailler sur des secteurs comme Cannes, etc., où on a la chance de vendre des jolies choses, et ça ne doit pas forcément
nous détacher de ce qui existe aussi. C'est des gens qui sont aussi dans des situations un petit peu compliquées. Et du coup, comment est-ce que j'incite un propriétaire, par exemple, si je suis bailleur, un propriétaire à faire des travaux de rénovation énergétique? Comment est-ce que, lorsque je vends un appartement qui est dans une situation légèrement dégradée, comment est-ce que je mets en avant des services supplémentaires pour améliorer la performance du logement? Donc, on va en parler quand on parle de l'environnement. Mais voilà, je dois être quand même en pleine conscience de ce qui existe, de ce qui se passe autour de moi, si je veux être un acteur du logement qui a une connaissance, j'allais dire, globale de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est important d'avoir cette responsabilité-là, de peut-être savoir, sans dénoncer, mais tout au moins savoir dire les choses telles qu'elles sont quelquefois pour des prises de conscience fortes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu des choses lorsque j'avais des portefeuilles de gestion à gérer, etc. On voit parfois des choses qui sont un petit peu qui nous font un peu bizarre quand on les voit, et on a parfois du mal à convaincre un propriétaire de mettre la main au portefeuille pour essayer d'améliorer les choses. Et le cadre légal est strict sans l'être. Donc, il y a des choses qui peuvent s'imposer, mais finalement assez peu. Et donc, on doit être dans l'éducation permanente sur ce qu'il convient de faire pour donner un habitat digne à tout un chacun. Par rapport à la communication, par rapport à ces sujets-là, moi, je me disais que le biais peut-être de parler d'associations, peut-être qui gèrent, qui aident à mieux gérer des logements, à sortir les gens de la précarité, ça pouvait être peut-être un biais intéressant de communication. Ah oui, très clairement, quand on est sur le champ de la communication, on n'arrête pas de dire qu'il faut que les conseillers immobiliers apprennent à communiquer de manière beaucoup plus authentique. Et quoi de plus authentique que de mettre en avant ses engagements, ses valeurs, sa générosité, les choses qui nous touchent autour de nous, etc. Plus que le dernier mandat rentré ou la baisse des taux d'intérêt, qui sont des informations qui sont intéressantes de partager, mais quand on veut mettre en avant ce qu'on est avant de mettre en avant ce qu'on fait, ce type d'engagement-là, quand on les prend, ça vaut le coup de les partager parce que ça donne du coup à voir qui on est vraiment. Donc, ça me paraît assez essentiel, d'abord pour mettre en lumière ces associations et ces projets-là, mais aussi pour montrer quel agent immobilier on est. Et je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui s'engagent, mais qui communiquent trop peu du coup dessus. Et on a une telle réputation que ça m'embête un peu qu'on ne puisse pas finalement faire valoir qu'il existe aussi des gens responsables, généreux, solidaires parmi les agents immobiliers. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Maintenant, il faut les communiquer pour que nos clients en aient conscience. Mais il y a aussi des réseaux qui commencent à prendre ces aspects-là de façon plus active en termes de communication et d'engagement, avec aussi des engagements financiers pour soutenir certaines associations. Donc ça, c'est important, mais c'est vrai aussi qu'on en entend finalement assez peu parler. Non, et puis c'est toujours, comme on dit, c'est toujours à l'échelle d'un réseau. Donc après, c'est chacun a la liberté sur son territoire de faire, de pas faire, etc. Et puis dans les engagements, c'est vrai que moi, je suis, on va dire, sensible à la thématique du mal logement parce que elle est adjacente à notre métier. Mais j'ai un patron d'agence qui lui est sensible à la cause de l'animal. Ouais. Peu importe. C'est pas le choix de la cause, peu importe. Mais voilà, montrer qui on est et ce qui nous importe, je pense que c'est un vrai vecteur de communication authentique en tout cas. Alors le quatrième vecteur sur lequel on voulait aborder, c'était la mobilité. C'est vrai que la situation géographique d'un logement fait qu'on peut être plus ou moins loin des lieux de travail, enfin des lieux d'activité, et que du coup, les choses sont plus ou moins faciles parce que quelquefois c'est moins cher d'être un peu plus loin, mais ça entraîne d'autres conséquences. Donc il y a des choix aussi judicieux à faire, et peut-être que là aussi l'agent a besoin de bien mettre ça en avant au moment de la prise de décision de ses clients. Oui, c'est ça, on a une vraie responsabilité vis-à-vis de ça. S'excentrer des bassins d'emploi ou des grandes villes, etc., c'est parfois une solution. Mais ça engendre souvent des surcoûts. Alors qu'ils sont soit des surcoûts, j'allais dire, vraiment financiers pour le coup, donc d'essence par exemple, ou même des surcoûts liés au bien-être, c'est-à-dire des temps de trajet qui se rallongent, etc. Donc on aimerait tous avoir un petit bout de verdure et de s'excentrer un petit peu, mais parfois c'est pas sans conséquence. Donc c'est aussi de notre responsabilité de faire peser le pour et le contre à nos clients
expliquant qu'effectivement, on peut trouver des tarifs plus intéressants en s'excentrant un petit peu, mais que c'est pas dénué de conséquences. Donc, on a là encore un vrai impact sur la mobilité de nos clients. Est-ce que je suis près d'un axe routier ou pas? Du coup, est-ce que les temps de trajet sont impactés? Oui, c'est vrai, je suis près d'une autoroute, mais est-ce que quels sont les embouteillages, à quelle heure, etc. Enfin, on a vraiment cette dimension de conseil qui va bien au-delà, à mon sens, hein, du simple logement, mais de tout ce qui vient autour et de tous les impacts que peuvent avoir tel ou tel logement. Et ça a souvent des impacts en termes de mobilité. Et quand on doit choisir entre deux logements, bah, du coup, est-ce qu'on s'éloigne de chez papy et mamie? Est-ce qu'on s'éloigne de l'école? Voilà. Et du coup, quels impacts ça peut avoir sur la vie quotidienne de nos clients? Et ça, c'est une vraie responsabilité qu'on a aussi. Je ne sais pas s'il y a des applis, des choses qui peuvent permettre de calculer l'impact. Alors, parce que le point suivant qu'on va aborder, c'est l'enjeu environnemental qui est lié aussi à la mobilité sous certains aspects. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il existe finalement des applis qui peuvent, je te pose la question, je ne sais pas si tu sais, hein, pour mesurer l'impact qu'on peut avoir si on prend une maison plutôt à tel endroit ou tel autre. Je ne sais pas si ça se fait. Bah, c'est marrant que tu abordes le sujet parce que je me suis posé moi-même la question il y a quelques mois. Et alors? C'est de dire, voilà, est-ce que demain, lorsque je propose 2 ou 3 options de logement à mon client, est-ce que j'ai un outil qui me permet tout de suite de déterminer l'impact en termes de durée de trajet, l'impact du coup en termes de coûts financiers, en termes d'essence, et l'impact d'un point de vue environnemental du coup de ce trajet-là. Parce que quand je suis en centre-ville, je peux peut-être me déplacer en transport en commun plutôt que de prendre ma voiture. Est-ce que j'ai accès à des solutions de covoiturage, etc. Je ne sais pas non plus si ça existe, mais je t'avoue que je me suis aussi posé la question il y a quelques mois. Ça serait intéressant parmi toutes les applis qui sont en train de se développer, qu'on puisse aussi avoir, qu'on puisse automatiquement, en cliquant sur un logement et en fonction de là où on habite, avoir tout de suite l'impact que ça peut avoir en termes de mobilité. Ce serait intéressant. Ouais. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire un coucou. Je sais que vous êtes quelques-uns là à nous suivre. Donc, faites-nous un petit coucou pour savoir qui est là. Et si vous avez la réponse, sinon je demanderai à Benoît ou Alexandre de Noc qui développe justement un site où il y a des critères plus intuitifs pour le choix d'une maison que simplement le nombre de pièces ou le nombre de mètres carrés, mais aussi où se trouve mon logement par rapport à justement la nounou, mon lieu de travail, etc. Donc, je leur poserai la question. Peut-être que eux ont la réponse. Donc oui, les enjeux environnementaux sont super importants. Donc il y a les enjeux environnementaux par rapport à la situation géographique du logement et puis l'incidence en CO2. Mais il y a aussi les enjeux par rapport à la dépense énergétique du bien. Donc ça aussi, c'est important de prendre ça en compte et ça devient un critère d'achat qui donne une valeur maintenant à un bien. Hein. On se rend compte que au départ, c'était pas forcément pris très au sérieux, mais maintenant, c'est un critère qui devient un vrai critère de choix. Je comprends qu'à un moment donné, comme toute chose qu'on nous impose, devoir mettre une étiquette énergétique du logement depuis quelques années maintenant, au début, elle nous a paru un petit peu contraignant. Mais de plus en plus, c'est rentré dans les mœurs et les clients de plus en plus en tiennent compte. Il y a une étude qui est sortie du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre des notaires de Paris qui indique que avoir une étiquette en F ou en G peut avoir un impact jusqu'à 10 à 15% sur le prix. On s'en rend pas forcément nous compte en tant que conseiller immobilier et c'est pour ça que ça me surprend très souvent de voir des avis de valeur qui sont remis à des clients qui ne tiennent pas compte du DPE. À partir du moment où c'est une information qu'on donne à tout futur acquéreur dans le cadre de l'annonce, et si cette information, notre acquéreur en tient compte, ça me paraît assez logique que nous, en tant que professionnels, on en tienne compte lorsqu'on remet l'avis de valeur à notre client. De dire attention, on a ce point-là qui est un point sur lequel maintenant les acquéreurs sont vigilants et qui peut avoir un impact qui, dans certaines régions, peut être très fort. Nous, on le prend encore un peu comme un gadget ou comme juste un simple document administratif à adjoindre au dossier. Alors que de plus en plus, les acquéreurs en tiennent compte parce qu'ils se doutent bien qu'une étiquette en F ou en G, c'est forcément des dépenses, soit de travaux pour réduire la consommation énergétique, soit des dépenses en termes de chauffage, en termes de... Voilà, donc ça me paraît, on a là encore une responsabilité du point de vue de la consommation énergétique
du bien. Cette responsabilité, on peut mettre le doigt sur le sujet auprès de nos vendeurs ou auprès de nos acquéreurs et aussi être vecteur de solutions. C'est-à-dire que rien ne nous empêche, lorsqu'on fait visiter un bien qui a une consommation énergétique élevée, d'avoir un devis à côté de ça que l'on propose à notre client acquéreur en disant voilà les actions que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire votre facture énergétique, pour réduire la dépense énergétique de votre logement. Ça paraît être des choses qui sont de l'ordre du faisable et qui sont là encore un service ajouté que l'on peut proposer à nos clients. Donc justement par rapport à la vie de valeur, on en parlait tout à l'heure avant de se connecter. Tous ces vecteurs-là ont une incidence directe ou indirecte sur la vie de valeur. Le lien social, l'insertion professionnelle, la santé publique, la mobilité, les enjeux environnementaux. On sait pas les doser. Enfin, c'est compliqué dans la vie de valeur globale parce qu'il y a des techniques pour donner des avis de valeur et voilà, il y a des polémiques sur comment donner la bonne valeur à un bien. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à c'est de l'intangible, c'est de l'immatériel. C'est sûr que c'est pas des mètres carrés et on multiplie pas avec une valeur au mètre carré sur des mètres carrés. C'est pas une exposition, c'est pas des critères qui sont des critères tangibles, on va dire, mais ce sont des critères dont les clients tiennent compte. Est-ce que je m'éloigne de mon lieu de travail? Quel impact financier ça va avoir? Est-ce que le logement va nous coûter énormément en termes de charges de copropriété, ou en termes de travaux? Tout ce dont on vient de parler là, est-ce que je suis dans un bon voisinage? Est-ce que j'ai des commerces de proximité, des écoles de proximité? Ce sont des choses dont les clients tiennent compte. Et si les acquéreurs en tiennent compte, nous, on doit en tenir compte lorsqu'on remet notre avis de valeur. Et même si c'est de l'intangible, de la même manière que les émotions que vit notre vendeur dans le logement, ce sont des choses qui sont intangibles, on se doit d'en tenir forcément compte. Et à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour le coup, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport aux nouveaux algorithmes qui se proposent de fixer les prix à la place du conseiller immobilier. Tant qu'on touchera à de l'immatériel, ce sera un petit peu plus difficile de le remplacer par l'intelligence artificielle. Donc ça c'est bien parce qu'il reste quand même ce côté humain des choses, des sentiments alors peut-être que Max, avec qui on a régulièrement des discussions sur l'intelligence artificielle et tout ce que la vie de valeur peut être fait par rapport justement à l'intelligence artificielle et l'approche humaine des choses, mais il y a quand même le ressenti de l'un qui n'est pas le ressenti de l'autre. Il y a une moyenne qui est donnée, il y a un avis général, mais qui peut forcément bouger suivant les critères de chacun, et ça, faut le garder en tête aussi. Il faut surtout pas les opposer. Moi, tous ces débats tous les jours sur les réseaux sociaux, sur la place de l'humain, des technologies, etc., qu'on n'arrête pas d'opposer, je trouve ça un peu absurde. Les deux sont nécessaires, mais pas suffisants. Donc, l'humain est indispensable, mais du coup, c'est pas suffisant aujourd'hui au regard de ce que la technologie peut nous apporter. Et à l'inverse, la technologie n'est pas suffisante parce qu'il y a encore des choses qui sont pas remplaçables par les machines. Donc, les deux, pour moi, sont parfaitement complémentaires et on ne peut pas comme ça balayer ces nouvelles technologies en disant non, nous on fait un métier de proximité, d'humain, etc. Bien évidemment. Par contre, il y a un train qui est en marche et il vaut mieux quand même monter à bord du train que de laisser passer, quoi. Sinon, on risque d'être en difficulté dans quelques temps et vivre avec son temps, ça me paraît essentiel. Surtout que souvent, d'ailleurs, les acquéreurs se sont déjà renseignés sur pas mal de data, entre guillemets, d'aspects chiffrés de l'endroit où ils veulent acheter, la qualité de vie, sur plein d'aspects assez variés. Et là, c'est vrai qu'il est important de ne pas rester en rade par rapport à ça. Non. Alors, par rapport à ce qu'on a abordé pendant cette première partie, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Parce qu'on a promis des exemples, vrais, des pratiques qui se font déjà. Donc, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de choses qui se font déjà par certains agents? On peut les classer dans différentes catégories. On a des exemples de pratiques qui sont dans le champ de l'inclusion, on va dire, donc de la lutte contre les exclusions. Donc là, on a des choses, par exemple, auxquelles je tiens beaucoup, et sur lesquelles je travaille, moi, du coup, de mon côté, c'est, par exemple, comment est-ce qu'on peut former demain les conseillers immobiliers à ce qu'ils puissent détecter les logements adaptés pour que ces logements-là puissent être proposés en priorité aux personnes à mobilité réduite. Donc moi, je suis en contact, par exemple, avec l'Association des paralysés de France et je sais que toutes les semaines, ils ont des contacts qui proviennent du conseil départemental de gens qui cherchent à se loger dans des logements
adaptés, accessibles. Et donc, comment est-ce que nous, on peut arriver finalement à mettre l'offre et la demande en face? Donc, je suis conseiller immobilier, je m'informe sur quels sont les critères d'accessibilité et d'adaptabilité, et est-ce que ça vaut pas le coup de proposer ces logements-là en priorité à l'Association des paralysés de France, plutôt que de les proposer aux tout venants. Ça me paraît d'être des choses qui sont de l'ordre du faisable. J'aimerais demain qu'on trouve des solutions pour les automatiser, mais en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche un conseiller immobilier de se rapprocher de l'antenne locale de l'Association des paralysés de France et de dire, si vous avez des gens demain qui sont en recherche de logements adaptés, sachez que moi, dès que j'en ai un en portefeuille, pourquoi pas vous le proposer en priorité. Ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait se faire. C'est vrai que tu abordes ce sujet-là, mais tu te rends compte que dans les CRM, ce n'est pas des critères qui sont forcément… Pas toujours. Mais non, hein, moi, ceux avec lesquels j'ai travaillé, j'ai jamais eu d'aspect est-ce que ce logement correspond à des critères pour personnes à mobilité réduite? Ouais, c'est vrai que ce sont des critères qui sont très précis. Donc, sans aller dans des choses hyper formelles, c'est juste d'être sensibilisé à la thématique et de se dire, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup du coup, et ça se valorise tout ça en termes de communication aussi, sans aller dans des concepts marketing pour se donner une bonne image. Mais si on est sensible à la thématique, ça vaut le coup de se rapprocher des acteurs de notre territoire pour voir ce qui peut être mis en place. Donc, dans le champ de l'inclusion, ça fait partie des choses qui peuvent se faire. C'est vrai que ça ne représente pas forcément, comme dit Franck, un pourcentage important du marché, mais n'empêche que, éthiquement parlant, ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là. Ça me paraît être du bon sens quand on le dit comme ça. Après, il y a un autre champ sur lequel on peut intervenir. Bon, c'est le champ environnemental. Donc, on en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure. Il y a eu un article qui était très intéressant, qui était paru dans le journal de l'agence il y a quelques mois. C'est une chercheuse de l'université de Bordeaux, et qui disait que finalement, personne ne s'était jamais posé la question de l'impact carbone du mandat exclusif par rapport à l'impact carbone du mandat simple. Et effectivement, quand en mandat simple, on va multiplier les déplacements, on va multiplier la paperasse, on va multiplier les visites, etc. Et c'est pas dénué d'impact, du coup, forcément, sur l'environnement par rapport à l'impact d'un mandat exclusif. C'est comme ça, des choses un petit peu toutes bêtes, mais pourquoi pas un jour, dans notre argumentaire pour prendre un mandat exclusif, expliquer qu'en plus, le mandat exclusif, il a un impact carbone plus faible que le mandat simple. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent se dire. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la dématérialisation du processus. Je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a à notre portée, on pourrait tout à fait complètement dématérialiser, et ça existe, tout le processus de vente, depuis la prise du mandat jusqu'à la signature chez le notaire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça avec du papier. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais si chacun on met notre petit grain de sel, à nous tous, on peut arriver à faire bouger les choses. C'est vrai que ça demande du temps. Rien que de prendre l'exemple des JO pour la partie des personnes à mobilité réduite, justement, la partie des JO handicapés qui commence maintenant à être suivie et retransmise à la télévision, alors qu'il y a encore 10 ans, on n'en entendait même pas parler. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la société et que c'est peut-être important pour des agents d'avoir, pourquoi pas, une avance, un coup d'avance, je dirais, et d'être aussi à promouvoir ces aspects-là du métier et se différencier aussi par là, parce que tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est une avance aussi. Oui, il y a des agents qui reversent une part de leurs honoraires à des projets caritatifs. Tiens, j'en profite pour mettre en valeur une association qui s'appelle c'est la Fondation Somfy, qui a lancé la plateforme Les Petites Pierres il y a 2 ans, je crois maintenant, et c'est une plateforme de financement participatif de projets associatifs qui luttent contre le mal logement. Donc, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil à la plateforme lespetitespierres.org et voir si on peut pas reverser tous ensemble, tous mis bout à bout, si on peut pas reverser une infime part de notre chiffre d'affaires et que toutes ces petites gouttes puissent faire des grands fleuves qui viennent au soutien de projets luttant contre le mal logement. Donc, lespetitespierres.org, tu dis. Les Petites Pierres, ouais. Attaché, je suppose. Voilà, j'ai partagé. On va voir. On a Marguerite qui nous dit, sauf que la norme PMR dans les bâtiments récents est parfois absurde, maison non PMR avec uniquement des chambres à l'étage, par exemple. Oui, il y a encore des absurdités dans ces champs-là, mais du coup, se rapprocher de ces associations qui ont un regard beaucoup plus de l'ordre du bon sens que la loi. Et ce sont des gens qui sont capables de trouver des solutions plutôt que de rester enfermés effectivement dans ces schémas qui sont parfois un peu absurdes, qui ont des solutions pour rendre adaptables des logements qui ne seraient pas adaptés aujourd'hui. Et puis c'est la différence entre, je vous invite à regarder, même moi je ne suis pas
pas expert en la matière, mais la différence entre un logement accessible et un logement adapté sont deux choses différentes. Donc, un logement accessible, c'est effectivement lorsque le bâtiment est accessible à une personne à mobilité réduite, mais le logement adapté, il est typiquement adapté au handicap de la personne. Et là, du coup, c'est les joies de l'administration française et tous ces petits détails avec toutes ces normes et ces normes et ces normes, ça fait partie du jeu français. On va quand même dans le bon sens. C'est là essentiel. Et le troisième sujet sur lequel on peut partager des bonnes pratiques, c'est le bien-être de ses collaborateurs. Dans les pratiques responsables, il y a est-ce que je fais travailler mes équipes dans des conditions de travail agréables, décentes? Est-ce que je donne à mes équipes l'accès à de la formation? Voilà, tout ce qui touche au développement personnel de mes collaborateurs ou de mes équipes. Est-ce que je suis sensibilisé à ça et est-ce que je leur permets de se libérer du temps libre pour que eux-mêmes aillent au soutien de projets associatifs autour d'eux, par exemple? Il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui améliorent aussi le bien-être de nos collaborateurs. Donc, à partir de tout ça, si l'agent immobilier met tout ça, enfin, met tout ça en avant, il y a un vrai intérêt pour lui parce que ça peut lui permettre de se différencier. Donc, tu as répertorié trois intérêts à être responsable, la performance, l'innovation et l'épanouissement. Alors, est-ce que tu peux argumenter un petit peu cette présentation en disant que en mettant en avant nos pratiques responsables, on va vers la performance, l'innovation et l'épanouissement. On va dans la performance pour plusieurs raisons. La première, il y a à peu près un tiers des consommateurs aujourd'hui qui sont sensibles aux questions environnementales et sociales lorsqu'ils choisissent un produit ou un service. Donc, on doit impérativement aujourd'hui tenir compte du fait que nos consommateurs sont de plus en plus éduqués et les nouvelles générations d'autant plus sont de plus en plus éduquées. Ah bah tiens, quand j'achète tel ou tel produit ou tel service, est-ce qu'il est respectueux de l'environnement, des critères sociaux, sociétaux, etc. Donc, c'est vecteur de performance parce que c'est aujourd'hui un vecteur de choix par nos consommateurs. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on pratique ce genre de pratique, et on va en parler après, c'est vecteur d'engagement. On a aujourd'hui prouvé que l'engagement au travail pouvait être lié au fait ça fait partie des trois principaux leviers de motivation. Il y a des principaux leviers de motivation, c'est avoir l'impression de faire quelque chose pour une cause qui nous dépasse. Et donc, ça, c'est vecteur de motivation. Donc, on peut accroître sa motivation au travail quand on redonne du sens. Et quand on redonne du sens à ce qu'on fait, forcément, on est toujours beaucoup plus performant. Donc, c'est effectivement vecteur. C'est vecteur d'innovation parce qu'on l'a dit tout au long de cette demi-heure, ça nous permet de nous différencier aussi. L'innovation sociale, l'innovation sociétale, c'est une innovation aussi. Il n'y a pas que l'innovation technologique. Et c'est une innovation qui nous est propre à chacun. Donc, c'est pas une innovation qui peut être mise dans les mains d'un confrère ou d'un concurrent à côté parce que chaque innovation que l'on peut opérer dans ce champ-là, c'est un truc qui nous est propre et qui donc forcément, par définition, nous différencie. Donc, ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième, la dimension de l'épanouissement, ça a été prouvé. Être généreux, ça rend plus heureux. Donc, s'engager dans son activité professionnelle en sachant que nos résultats peuvent avoir un impact ou notre travail peut avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, ça a été prouvé que ça nous rend plus heureux au travail. Donc, c'est un fort vecteur d'épanouissement que de redonner du sens à ce qu'on fait, quoi. Donc, ouais, je crois fermement que d'adopter ces pratiques, ça nous permet de nous rendre plus performants, plus innovants et plus épanouis. Je vais poser une question avec, mais pourquoi on ne le fait pas? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on n'en a pas toujours conscience. Donc, il y a une éducation à faire sur prendre conscience de toutes ces problématiques-là. Il y a une notion d'éducation sur des choses qui peuvent être simples à mettre en œuvre et pas coûteuses. Parce que souvent, on se dit, ah là là, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un truc pour les entreprises du CAC 40, c'est pas un truc pour le conseiller immobilier du territoire, mais avec un peu de bon sens, il y a des choses qui peuvent se faire assez facilement. On en parle effectivement trop peu pour que ça se sache. Donc, c'est important qu'on puisse comme ça, pendant une demi-heure, discuter de ces sujets-là. On le fait pas parce qu'on a toujours l'impression que quand on va mettre en avant ce genre d'action-là, on va paraître pour quelqu'un qui veut se donner une image qui n'est pas la réalité de ce qu'elle est. Mais quel autre choix avons-nous que d'être authentique, en fait? À chaque fois que je prends la parole et que j'exprime un avis, on peut toujours m'opposer que cet avis, il est intéressé ou il n'est pas le reflet de la réalité, mais finalement, on n'a pas d'autre choix que d'être ce qu'on est et nos clients attendent ça de nous, quoi. Ce qu'ils achètent avant tout, c'est ce qu'on est nous, plus encore que ce que l'on fait.
Et ça, je reviens là-dessus par rapport à la communication parce que je trouve, enfin, c'est vrai que quand on fait le constat de ce qui se pratique en communication digitale des agents immobiliers, c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde fait pareil parce que les autres font comme ça, parce que le réseau me dit de faire comme ça, parce que c'est ce que je vois ailleurs, etc. Et c'est vrai que l'aspect différenciation, innovation que tu prônes est intéressant de par ces aspects-là parce que ça donne un angle d'attaque en communication qui est différent et qui peut permettre sur le long terme, voilà, d'amener à soi des personnes qui ont une approche plus éthique en général de la vie ou responsable. Et c'est vrai que c'est du travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qui va rendre des résultats du jour au lendemain par rapport à d'autres pratiques sur la prise de mandat qui peuvent être plus ou moins éthiques. Et voilà. Et quand on en a parlé tout à l'heure, tu m'as dit être pro, c'est être honnête avec le client. Et là, c'est vraiment un côté où on est honnête avec soi-même et honnête avec le client parce qu'on est en phase avec ses valeurs. Et c'est quand même, enfin, je trouve hyper important sur le long terme pour réussir dans ce métier. Alors, c'est un critère parmi d'autres, hein, mais l'honnêteté vis-à-vis de soi et de son client et de se différencier aussi pour travailler dans la construction sur le long terme d'une image et de sa différenciation sur un territoire par rapport à la concurrence, si ce n'est que ça. Il y a cette célèbre conférence de Simon Sinek hein, qui dit bien que les gens ils n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites. Et vous allez attirer à vous du coup des gens qui sont en phase avec la raison pour laquelle vous faites ce métier de conseiller immobilier. Donc mettre en avant du coup ces valeurs, c'est attirer à soi des clients qui sont du coup en adéquation avec ces valeurs. Et là, en termes de taux de transformation, quelqu'un qui est déjà sensibilisé à ce que vous êtes, normalement, c'est du velours après en clientèle. Mais effectivement, c'est du travail qui paye sur du long terme. Il y a d'autres techniques, hein, c'est un peu la terre brûlée. Hein. Vous avez aussi les gens qui crament tout autour d'eux. Donc, c'est bien, ils ont des pratiques qui sont parfois douteuses. Ça marche un temps, mais ça ne permet pas comme ça de rester 10, 15, 20 ans un conseiller immobilier performant sur son territoire. Donc, j'invite toujours les conseillers à viser des stratégies à long terme plutôt que le bout de son nez, quoi. Mais bon. Voilà. Ça demande d'y croire beaucoup, d'être constant. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour la communication aussi. Hein. Les deux sont liés dans ce qu'on veut être professionnellement, éthique et puis quand on veut travailler sérieusement sur le long terme, ça demande aussi une discipline personnelle, ça demande d'apprendre en permanence, de se nourrir toujours des nouvelles choses qui se font. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très prenant, mais surtout qui est intéressant et épanouissant au bout du compte. Donc il faut toujours avoir la photo finale de ce qu'on veut atteindre quelque part dans le coin de sa tête pour avancer. Et ces pratiques-là en font partie, je pense, de plus en plus. Oui. Ok, eh ben, écoute Sébastien, je te remercie pour cette bonne demi-heure de partage. Je voulais alors te laisser un petit moment pour que tu nous parles de ton actualité parce que je sais que voilà, tu es en train d'organiser les choses très professionnellement qui te ressemblent tout à fait. Ce que tu nous prépares. Non, il y a toujours les activités de formation en présentiel qui se développent bien. Là, j'ai un programme, un incubateur de conseillers immobiliers débutants, donc où j'accompagne les conseillers qui débutent dans le métier pendant 3 mois. Donc ça marche plutôt bien. Et puis l'actualité la plus immédiate, c'est demain matin. Demain matin, je démarre une série de vidéos de conseils sur YouTube où tous les mardis matins, je partagerai à la fois sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube Sébastien Tedesco des vidéos d'astuces et de conseils pour permettre aux conseillers immobiliers de performer, d'innover et de s'épanouir du coup. Voilà, au travers différentes vidéos qui ne dureront pas plus de 5 minutes, promis juré, toutes les semaines, le mardi matin. Voilà. Voilà, donc tu m'as permis d'innover la nouvelle possibilité sur BeLive là, de faire défiler un texte comme dans les grands journaux à la télé. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Donc allez voir la chaîne YouTube de Sébastien dès demain. Et puis, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on refera ce rendez-vous-là régulièrement parce que c'est vrai que
on sème petit à petit, j'espère, des petites graines dans la tête des gens et que c'est pas forcément un sujet très sexy et qui donne envie à beaucoup de monde, mais je crois que sur le long terme, c'est quand même une thématique importante. Donc voilà, je suis ravie qu'on ait décidé de faire ça ensemble et puis ben, à très vite alors. Merci d'accorder la vitrine à ces sujets-là sur ton émission. Ben, je t'en prie. Voilà, bonne journée à tous. Voilà, bonne journée Olivier, bonne journée Franck. Et Bonne puis, journée ben, à tout le monde. pardon? Je disais bonne journée à tout le monde. Bon. Bonne semaine Sébastien. Bonne semaine à tous. Voilà, pour vous demander aussi ben, de prendre le temps de commenter, de partager, de liker cette vidéo parce que c'est aussi de votre responsabilité, de votre envie d'en faire part à un maximum de personnes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau café avec un expert à 10 heures. Et puis d'ici là, bonne semaine. À bientôt.